pré-conclusion, il y a après moi, il y a pré-conclusion. C'est pas une pré-conclusion parce que vous avez beaucoup de choses ont été dites passionnantes. Il y a plusieurs petits points sur lesquels je veux revenir. J'avais préparé un texte, mais je suis pas sûre. J'ai l'impression que vous avez déjà tout dit avant. Plusieurs choses qui m'ont marqué, c'est que finalement, et l'intervention que vous avez faite, Madame, me semble très importante. J'ai l'impression qu'on revient finalement à la clinique que moi j'ai connue, ça c'est le privilège de l'âge, avant qu'arrive cette fameuse T2A qui était, et puis en ayant eu moi-même un père médecin de campagne, juste au moment où la sécurité sociale se mettait en place. Enfin bon, voilà, on faisait de la médecine, on y allait, quoi, on apprenait. Et finalement, de la manière qu'on apprenne, que ce soit avec une passe, et puis aussi avec d'autres outils selon la culture locale, tout ce qui peut venir questionner aujourd'hui la manière de se réapproprier la clinique humaine me semble fondamental. Et je crois que ce matin, il y a des choses qui m'ont frappé dans ce qui se disait, qui revenaient un peu en boucle comme ça, et c'est peut-être à échanger, et j'insiste sur les bouts de couloir parce que c'est revenu au déjeuner quand j'ai parlé avec toi de la passe Saint-Antoine, quand je t'ai posé une question au fait qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 25 ans que tu travailles dans une passe. Je vais revenir à l'échange qu'on a eu après, mais ce qui m'a frappé ce matin dans cette clinique et d'autres qui sont venus après, c'est finalement la question de la peur de la mort. Et cette question qui est posée par des gens qui arrivent, finalement, cette espèce de question irréductible de « mais non, je ne veux pas mourir », à un moment où Internet promet tout et n'importe quoi et nous dit qu'ici, on sait mieux soigner. Comment les gens entendent-ils ce que le médecin leur dit? Qu'est-ce qu'ils fabriquent de ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que la famille va leur dire de « va là-bas et là-bas, on te guérira ». Je pense que c'est des questions ce qui nous amène à être finalement des petits anthropologues sur pattes, à inventer sur place ce qui peut se dire dans ces échanges qui sont fondamentaux. Et on serait à leur place, eh bien je pense qu'on ferait sans doute la même chose. Cette clinique des extrêmes que j'ai connue en travaillant 10 ans au SAMU social, dans la grande exclusion, que je revois là, je maintiens, je pense de plus en plus qu'elle nous apprend quelque chose sur le monde dans lequel on vit tous et qu'on est tous rejoints par les mêmes questions au niveau mondial maintenant, qui est la rapidité des informations, la présence des images et l'idée que ici on peut tout, on va tout réussir à surmonter, y compris la mort, la notion de gratuité qui est souvent mal comprise, et parfois ça fait un peu miroir aux alouettes, voire même risque de fracture du miroir et de mort comme ça dans des conditions difficiles, mais que parfois effectivement certains, j'ose pas employer le mot préfèrent parce que c'est obscène, mais certains disent que mieux vaut mourir ici, et on rentre sur la question que tu viens d'énoncer de tous les gens dont on a, parce que derrière l'acronyme migrant finalement il y a tellement de choses différentes que certains disent jamais je ne pourrais rentrer, puisque la question de la honte, du voyage qui a coûté cher, de l'argent envoyé même par petits mandats minuscules jour après jour, la question du retour s'avère être impossible pour des gens qui pour autant vont rester dans un endroit qui à terme risque bien d'amener des problèmes psychiques et psychopathologiques très lourds, de déshumanisation, de désinsertion, qui rejoint la clinique privative que j'avais repérée au SAMU social pendant de longues années. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Alors, le petit texte que j'avais écrit, bon, je vais quand même vous le lire parce qu'il est bref, mais cette question de la parole engagée, il n'y a pas forcément besoin d'être psychiatre ou psychologue pour se l'approprier, vraiment. Mais par contre, de parler à plusieurs, oui, mais au fait, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et souvent, les médecins, et surtout cette génération des années 80 avec la T2A, les machins dans la médecine où on répond par oui, non, oui, non, oui, non, on nous a, à tous les soignants, désappris à parler, à être dans le contact et le dialogue médical, et ça, c'est pas valable que pour les migrants, c'est valable pour tout. C'est pour ça que moi, je pense que ces expériences passent ou autres, elles sont des modèles de reprise en compte de la clinique pour tous, pas du tout seulement pour les gens des extrêmes. Je crois vraiment à ce que je vous dis là. Donc voilà, ce que j'avais écrit, c'était que, on l'a vu tout au long de cette journée, c'est que la particularité de la situation des migrants, alors ça c'est moi qui dis parce qu'on n'en a pas parlé, mais qui va être évidemment différente sur le long terme, selon qu'il s'agit de réfugiés, de personnes déboutées, de personnes clandestines, de mineurs non accompagnés, qui sont tous potentiellement amenés à fréquenter à un moment donné les urgences et ou l'ensemble du système de soins. Ça nous amène à revisiter nos fondamentaux. Est-ce qu'on peut encore penser travailler seul en se disant, avec une ordonnance médicale signée à la va-vite, avec par exemple des psychotropes à des gens qui dorment dans la rue, moi je soigne et puis basta, face à des situations où s'intrigue maladie, errance, désocialisation, angoisse d'une mort à venir, passé violemment traumatique, sans aucun lendemain assuré. Est-ce que
voilà, là il y a une particularité. Soignants de tous horizons, travailleurs sociaux, partenaires du monde hospitalier, associatifs, sont convoqués ensemble face à une clinique complexe qui, d'une manière ou d'une autre, finit par interpeller le politique. C'est ce que j'avais aussi perçu très nettement en travaillant dans la première cellule mobile de psychiatrie précarité. Ce que nous amène à penser tous ces jeunes errants dans les rues, tous ces jeunes migrants, tous ces jeunes qui ne sont pas dans le moule social, c'est que le social, le médical et le psychique sont convoqués en même temps. Ils ne rentrent pas dans les petites cases formatées qu'on a cru bon de créer depuis quelques décennies. Comment soigner à une époque où le monde se met en marche et franchira de plus en plus les frontières dans l'espoir d'une meilleure vie la plus longue possible? J'insiste là-dessus parce que je crois que c'est important. Le système de soins français est à la fois plein de générosité et de paradoxes et qui, d'une certaine manière, rend tout le monde insatisfait, alors que tant d'autres nous l'envient. Ils nous envient la qualité de ces soins, nous envient tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Ne pas regarder ensemble ces défis qui nous attendent à une époque mondialisée où les informations circulent à très grande vitesse, à mon avis, ça sert une pensée de bien-pensance aveugle, court-termiste. La qualité des soins peut bénéficier de l'apport de ces consultations migrants telles que nous les avons entendues évoquer aujourd'hui, en nous obligeant à repenser l'ensemble de la médecine, ensemble, pour tous, humains que nous sommes, à partir d'une clinique qu'il nous faut repenser bien autrement qu'elle ne l'a été depuis 40 ans, axée sur le seul profit de grandes machines hospitalières, sans plus assez se soucier de la relation soignant-malade, occasionnant des souffrances professionnelles inédites, quel est le sens de ce que je fais, tout en maintenant l'hypocrisie du tabou de l'argent, qui pourtant a bien été le maître d'œuvre de ce qui a changé la médecine hospitalière en une institution gestionnaire anonymisante. Et c'est ce même tabou qui empêche de penser, d'inventer, de se projeter dans un avenir accueillant, qui n'a pas peur de dire les choses, quitte à ne pas être d'accord, en échangeant de manière dialectique. Tout sauf la solitude coupable, tout sauf la hargne idéologique, tout sauf les insultes de ceux qui pensent savoir tout sur tout, là où chaque situation est différente selon le lieu d'où l'on regarde et l'on soigne, que ce soit une association humanitaire, l'hôpital, le secteur libéral, un dispensaire. Seule la revalorisation d'une clinique humaine, humble, grande oubliée de ces dernières décennies, peut, dans son partage avec d'autres professionnels, au sein d'un secret médical élargi, garantir l'avenir d'une protection de la santé de ceux qui vivent sur le même sol. Voilà.